Alors Gisèle, nous allons remonter le temps. Tu dis dans une interview que tu écris pour survivre, pour tenir, que tu écris pour ne pas te perdre, pour ne pas te disperser. J'ai trouvé donc cette phrase très forte. Alors, est-ce que tu peux nous dire davantage ? Pourquoi tu dis cela ? Oh là là, il me faudrait au moins 3 heures. Non, je plaisante. En fait, je crois que l'écriture est arrivée dans ma vie comme une bouée de sauvetage. Voilà, il y a toute une enfance qui était peut-être assez compliquée en France, dans une cité de la banlieue parisienne où il y avait pas mal de racisme. Et les seuls noirs que je voyais dans la cour de l'école, c'était mes frères et sœurs. Donc je n'avais pas d'amis. Chez moi, à l'intérieur, dans ma famille, c'était parfois difficile. Et donc l'écriture, les histoires, les livres, pour échapper au monde réel, pour m'évader. On dit ça des fois, hein. Oui. On dit qu'on écrit pour s'évader. Peut-être que j'étais dans une prison. Mais en tout cas, c'était une façon de me consoler, déjà, d'avoir des amis sur le papier, de créer des histoires. Je te disais plutôt que je n'ai pas commencé par la poésie. Oui, j'avais besoin d'histoires, de me raconter des histoires. Mais pourquoi, justement ? Parce que ça me faisait voyager peut-être dans des temps parallèles. J'avais ma grand-mère aussi, Julia. J'ai écrit un livre où je parle de cette enfance auprès de ma grand-mère adorée, Julia Manya, et qui m'a donné mon pays, la Guadeloupe, qui m'a dit « Mais non, pas Pep, petit en ni au pays ». Et c'était la Guadeloupe, mais que je ne connaissais pas. Et qu'un jour, je retournerai dans ce pays où elle me racontait des histoires de soukounians, de diablesses, d'hommes tournés en chiens. Ouh là là, c'était incroyable. Et j'ai aimé les histoires, parce que les histoires m'emportent et m'entraînent. Vous savez, même quand je regarde un film, je suis embarquée dans l'histoire. J'aime les histoires, voilà. Les choses où il y a des personnages, il y a des êtres humains, où il y a un décor. Alors moi, je me sers de ma plume pour planter mon décor. Je me sers des mots pour décrire un personnage de l'intérieur, de l'extérieur. Voilà, avec les mots, je suis comme quelqu'un qui va construire, comme un chef d'orchestre avec toutes ces notes, tous ces sons, comme un peintre. Moi, ma peinture, voilà. C'est grâce aux mots. Les mots sont là, les mots, ils sont dans ma tête tout le temps. En ce moment, par exemple, je suis en train de préparer mon prochain nouveau roman. D'accord. Mais je n'endors pas. Je suis dans une obsession avec des mots, avec des mots, avec des bouts d'histoire qui débarquent et que je vais noter sur mon cahier la journée. Je dois accoucher de cette histoire, je dois la coucher sur le papier en tout cas. Alors, l'écriture, c'est ma vie, c'est très important dans ma vie. Je ne suis pas d'une famille d'écrivains, je suis la seule dans ma famille, mais j'ai eu cette grâce, tout à fait. J'ai eu ce talent, au sens peut-être, comme on dit, au sens vraiment divin. Très fort, divin. Je suis très reconnaissante. Je suis dans une gratitude d'avoir ça dans ma vie, d'avoir l'écriture dans ma vie. Alors justement, j'ai lu, et tu me l'as dit, que tu as commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Oui. Que tu as écrit un ouvrage, que tu as cousu de tes mains et que ton frère, je crois, allait vendre dans la cité. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là ? Oui, je raconte assez souvent cette anecdote où j'ai écrit mon premier roman. Alors, j'ai dit que je n'avais pas d'amis, hein. Mon frère avait des amis. Mon frère Alain avait des amis. Alors j'avais découpé dans de vieux cahiers usagés, j'avais découpé des pages, j'avais réuni ces pages et je les avais cousues parce qu'il faut savoir que c'est dans les années 60, on n'avait pas de photocopieuse, pas d'ordinateur, même pas d'agrafeuse, donc il fallait coudre les pages ensemble et puis fabriquer réellement un petit livre. Et mon frère Alain, qui dessinait très bien, avait reproduit une dizaine de fois la couverture de mon livre et moi j'avais recopié le texte une dizaine de fois et je l'avais chargé d'aller vendre le livre aux enfants de la cité. Ah, de vendre carrément? Ah oui, de vendre, mais ça avait un
coup, c'était un travail, c'était une œuvre, ça valait quelque chose. Ce n'était pas de la prétention, hein, c'était simplement, voilà, c'était pas des prospectus qu'on allait jeter dans les boîtes aux lettres, c'était quelque chose qui avait été fait par deux artistes. Et donc c'était 30 centimes, hein, c'était pas cher. Mais aujourd'hui, je m'interroge parce qu'il a réussi à vendre 3 livres. Quand même. 3 livres, mais je m'interroge sur ma sensibilité de l'époque. Je n'avais peut-être pas d'amis, je voyais le racisme. C'était tellement violent quand on me traitait de négresse. Retourne en Afrique, dans ta case en paille, mouton noir, singe. Une fois que je grimpais à la corde dans un cours d'éducation physique. Donc, peut-être que j'ai toujours été une hypersensible et je ressentais les choses violemment. Tout à fait. Parce que mes frères et sœurs, eux, avaient des amis. Alors moi, je n'avais pas d'amis. Je n'ai pas de souvenir d'amis. D'accord. Je n'ai pas de souvenir d'amitié. Parce que à chaque fois que je m'étais approchée d'une petite fille blanche, eh bien, quand il y avait de la brouille dans l'air, elle me traitait de négresse. Elle ne me disait pas « t'es une imbécile, t'es bête ». Comme elle se disait entre elles. Tout à fait. C'était le racisme qui surgissait tout de suite. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi oui, le petit livre. Et c'était une manière pour moi, en écrivant ce petit livre, d'aller rencontrer l'autre. D'aller rencontrer tous ces autres qui ne voulaient pas de moi parce que j'avais cette peau noire. C'était une manière vraiment de jeter un pont, de les rencontrer, de leur dire voilà, vous allez rire, vous allez être ému, vous allez rencontrer un personnage. Ton univers aussi. Et c'était, voilà, tout simplement. Et je crois qu'aujourd'hui encore, quand j'écris, c'est vraiment dans ce désir de communiquer avec l'autre et de rencontrer des lecteurs que je ne rencontrerai jamais. C'est pour cette raison que je suis toujours assez émerveillée quand mes livres apparaissent, quand ils ne sont plus des manuscrits ou des pages sur un ordinateur. Quand tu les vois en vrai. D'un seul coup, c'est la réalité. Et puis après, je les vois dans les librairies, et puis je vois mes lecteurs dont les yeux brillent, et je me dis, ah, j'ai rencontré des gens, et quand les livres sont traduits, alors là, c'est encore ah oui, j'ai vu qu'effectivement, tu es traduit en anglais, tu es traduit en allemand. En allemand, en cyrillique, en espagnol, en italien, néerlandais. C'est magnifique parce que je vais rencontrer des gens que je ne verrai jamais. Ils vont découvrir la Guadeloupe, mon pays. Ils vont découvrir l'histoire aussi, puisque dans mes livres, il y a toujours la part de la grande histoire qui est là et sur laquelle s'adossent mes personnages. Et j'aime bien entrer dans une époque. J'ai remarqué cela. Justement, donc, ça me permet de faire cette transition. Donc, tout à l'heure, tu as beaucoup parlé du racisme que tu as vécu quand tu étais enfant et comment ça t'a impacté. Alors, justement, j'ai remarqué qu'il y a des thèmes qui reviennent, qui traversent comme ça donc, ton œuvre, l'exil, l'exclusion, le déracinement, les violences, sans doute héritées aussi d'un passé colonial et de l'esclavage, le sexe, mais aussi les abus sexuels, la souffrance, le poids du secret, ça aussi revient beaucoup dans tes romans, une forme de solitude et d'enfermement. Est-ce que je me trompe? Mais en tout cas, alors je n'ai peut-être pas lu tous tes livres, mais j'en ai lu quand même quelques-uns, mais d'après ce que je crois voir, il y a quand même ces thèmes-là qui traversent comme ça constamment tes personnages. Alors effectivement, l'exil, effectivement, l'exil selon Julia, les voyages de Mary Cizal, c'est l'histoire d'une jeune haïtienne qui va débarquer en Guadeloupe peu après le séisme de 2010. Elle va débarquer dans ce pays français, les préjugés, les gens, comment ils la regardent en tant qu'haïtienne, et puis elle a ses fantômes qu'elle emmène avec elle. Je suis passionnée par les histoires d'exil, parce que c'est mon histoire. Parce que moi, je suis née à Paris, mais j'ai vécu l'exil de ma grand-mère Julia par procuration. Je n'étais pas chez moi, puisqu'on me disait « retourne en Afrique dans ta case en paille ». Et c'est aussi ces histoires qui s'enchevêtrent, ces histoires qui remontent au début, au commencement des temps. Les gens
sont nés quelque part. Oui. Ils ont fui, poussés hors de leur territoire par un roi despote, par un tremblement de terre, par une pluie, par voilà, il y a d'un seul coup un séisme, une éruption volcanique, et puis il y a la violence des éléments naturels, comme dans Hadi. Et c'est pour ça que j'étais tellement passionnée par l'écriture de ce livre. Parce qu'il y a un miroir. Exact. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans les deux faces de ce miroir? D'un côté, on voit la violence des éléments naturels avec le cyclone de 28. Et puis, de l'autre côté, on voit la violence des êtres humains. Avec la guerre. Arrive, tout à fait. Avec les chars, avec les forces nazies, avec les camps, avec la persécution des populations, les dénonciations, les assassinats. Donc, ça, c'est mon monde, parce que mon père était militaire de carrière. Il a quitté la Guadeloupe au moment de la Seconde Guerre mondiale pour la dissidence et pour répondre à l'appel du général de Gaulle. Mais j'ai toujours vu les uniformes, j'ai toujours entendu parler de guerre, puisque mon père a fait la guerre d'Indochine, puisque voilà, il a connu les indépendances africaines, il a voyagé énormément. Alors, l'uniforme, la guerre... et puis la nature, c'est pour un écrivain, pour une écrivaine, c'est du matériel, des matériaux pour écrire, pour créer, pour inventer, pour bâtir des histoires qui vont toucher tous les êtres humains et qui vont se répéter, et qui se répètent à l'infini d'ailleurs. Tout à fait. Alors, bien sûr, je dénonce les préjugés raciaux. Et puis, je parle aussi des gens qui sont différents, parce que je me suis toujours sentie différente, surtout dans mon enfance, noire, gauchère. Et puis même quand je suis revenue en Guadeloupe, parce que je roulais un petit peu trop les airs pour les enfants d'ici, donc je n'entrais jamais tout à fait dans les cases. Et donc... quand je suis devenue infirmière en psychiatrie, j'étais aux côtés de mes patients qui étaient aussi des gens... déracinés quelque part. Oui, puis qui étaient différents. Tout à fait. Ils étaient hors normes. Oui. J'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Folie à les simples, où je raconte mon métier d'infirmière. Je me sens du côté de tous les exilés de la Terre, tous les gens qu'on chasse, des gens apatrides, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui attendent devant les préfectures et... pour avoir une carte verte ou je ne sais plus de quelle couleur. Pour vivre tout simplement. Pour vivre tout simplement. Et tous ces gens qui quittent un endroit parce qu'ils veulent sauver leurs enfants, parce qu'ils veulent donner à manger à leurs enfants, parce qu'ils veulent vivre décemment et que ce n'est pas possible dans leur pays. Exact. Alors, c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux pas écrire simplement pour raconter de jolies histoires. Je veux que mes livres aient un fond et du sens pour moi, parce que ce sont des heures de travail. Je ne peux pas passer des heures à aligner de jolies phrases. Je veux que ça m'intéresse moi-même, que ça me passionne moi-même. Alors justement, parle-moi de tes personnages. J'ai constaté qu'effectivement, les femmes tiennent une place prépondérante. Alors là, je peux citer des prénoms, Ginala, Eliette, Manya, enfin... Il y a beaucoup, Mina, il y a beaucoup de femmes. Alors, que ce soit des femmes âgées, la grand-mère, la mère, la fille, la petite-fille, pourquoi les femmes occupent-elles cette place centrale dans toutes tes œuvres? Parce qu'elles sont tellement intéressantes, elles sont tellement différentes. Il y a tant d'histoires de femmes à raconter, parce que je suis une femme aussi, et que ça m'intéresse. Et souvent, c'est vrai, on me l'a reproché. On m'a dit que mes personnages masculins étaient toujours au second plan. Eh bien, il y a suffisamment d'écrivains hommes qui peuvent écrire des histoires d'hommes. Moi, je pense qu'il n'y a jamais assez d'histoires où on met en avant cette femme, avec surtout des femmes qui vont apprendre quelque chose, qui vont se construire, qui vont certes traverser des moments difficiles, des épreuves, qui vont devoir quitter un pays, accoucher d'un enfant, mais il y a aussi des femmes qui vont être victimes de viols, d'attouchements, de harcèlement. C'est important pour moi, en tant qu'écrivaine, de dire, eh ben voilà, je dois raconter ça. Je ne vais pas raconter des histoires fleurs bleues, des histoires à l'eau de rose. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'entrer dans la chair de la vie et du vivant, et de parler
de parler d'expériences douloureuses et de dire aussi que on peut traverser ça. Oui. C'est difficile, c'est dur. On ne peut pas oublier. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'inceste, il y a par exemple un temps avant où on ne peut plus dénoncer. Oui, tout à fait. C'est une période prescription. De prescription où on ne peut plus dénoncer. Bon, c'est fini, c'est tombé dans la prescription. C'est le sujet de mon polar que j'ai écrit et publié aux éditions Caribe Éditions. C'est un prétexte pour moi. C'est mon éditeur Florent Charbonnier des Caribe Éditions qui m'a proposé d'écrire un polar. Eh bien, je vais parler de ce qui m'intéresse. Une femme, certes, il y a une vengeance, mais c'est une femme qui, à 16 ans, est abusée sexuellement par des camarades du lycée. Et puis 35 ans vont passer et tous ces messieurs, ces jeunes garçons prometteurs vont effectivement devenir des notables dans le paysage guadeloupéen. Et puis petit à petit, on va les voir mourir de façon tragique. Alors, on va voir aussi le parcours de cette femme qui va essayer de se reconstruire. Absolument. Dans un journal. Elle va, de page en page, avait essayé de se reconstruire, d'affronter le regard aussi de ces gens qu'elle voit à la télévision et qui sont des notables. Mais il y a la main de la justice. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous lire, alors je t'ai marqué donc 2 extraits, donc justement ce sont 2 hommes qui ont participé apparemment à ce viol et qui s'interrogent. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu dénonçais un certain nombre de choses, notamment les abus sexuels, les viols, etc. Et c'est vrai que les personnages féminins tiennent un rôle central. Et quand tu parles des hommes, je ne pense pas que ce soit une vision réductrice des hommes. Il y a des faits quand même. Et ces faits sont la domination. Alors justement, les deux passages, je les ai mis avec le petit post-it. Est-ce que tu peux nous les lire, s'il te plaît? Alors, je mets mes lunettes. Les 2 passages jusqu'à... Voilà, donc il y a le premier, d'accord. Voilà. D'accord. Fataliste, Lémi Tulis sait que les cartes ont parlé. Trop tard pour tout. Il attend la fin. Au fond de lui, il reconnaît qu'il est passé à côté de sa vie. Il a raté la bretelle de l'autoroute qui l'aurait mené vers une belle existence bien rangée. Mauvaise fréquentation. Mauvais choix, bad trip. Il est devenu philosophe, Lémi Tulis. Non, il n'accuse personne de ses échecs. Toutes ses galères sont de sa responsabilité, de son fait. Il assume. Ces derniers temps, il songe à se repentir. Il se souvient de tous ses méfaits, des vols répétés dans la caisse de la quincaillerie de ses parents. Il cherche réellement une manière de se racheter, réparer ses erreurs. Il voudrait passer à l'action. C'est une idée qui a germé d'un coup dans son esprit. Pourquoi ne pas se dénoncer à la police, demander pardon à la société, à la fille Valéroy? Il l'a revue. Leurs regards se sont croisés sur la place de la Victoire. Elle marchait comme une automate, sans regarder ni à droite ni à gauche. Il ne sait pas si elle l'a reconnue, après toutes ces années, 35 ans. Il n'a plus rien à perdre, Lémi. Et tant pis si ses aveux le renvoient en prison. Il veut avouer ses crimes. Merci. Et le deuxième passage? Merci d'avoir choisi ce passage parce qu'effectivement, je me suis posé cette question. Comment parler des hommes violeurs? Je m'imagine des personnes qui ont violé, qui étaient adolescents, qui avaient fumé de la drogue, qui avaient bu, et qui ont violé une femme dans cette adolescence, et puis qui se retrouvent notables des années plus tard. Et c'est pour cette raison que j'ai mis tous ces hommes en position dominante, de puissance, de notoriété, de justice, Et c'est pas évident à porter comme fardeau non plus. Absolument. Parce qu'il y a la victime qui sait ce qu'elle a subi dans sa chair et souvent qui a honte. Mais il y a aussi les criminels et les coupables qui doivent porter ce même poids. Exact, tout à fait. Il est venu tôt, à pied. Il se dit qu'il marche sur les sépultures de ses ancêtres. Une partie de son cerveau d'intellectuel et de chercheur crie à la profanation, lui, Michel Boutalon,
professeur d'histoire émérite à l'université des West Indies, docteur honoris causa de l'université de Spring Hill. Il est en train de piétiner des pans entiers de l'histoire de la Guadeloupe. Il est coincé entre la peur de mourir prochainement et le besoin d'accomplir son œuvre. Le couloir est sombre et étroit. Il lui faut un sursis, au minimum encore 5 bonnes années pour mener à bien ses travaux. Il a 3 essais d'importance sur la planche, 2 biographies sur le feu promises à son éditeur. Boutalon est aussi directeur de thèse et accompagne dans leurs recherches plusieurs étudiants doctorants qui ont besoin de ses lumières. Bon Dieu, il sert à quelque chose, il œuvre pour son pays. Est-ce que le temps lui est compté? Il le craint. Il voudrait vider son esprit des pensées mortifères qui l'obsèdent et le terrorisent. Il se dit qu'il devrait peut-être aller demander pardon à la fille Valéroy. C'est une femme à présent. Quel âge a-t-elle? 51 ans. Il ne parvient pas à l'appeler autrement que la fille Valéroy. Est-ce qu'un pardon serait suffisant pour réparer le mal qu'il a fait jadis? Merci beaucoup, Gisèle. Vraiment, ce sont des passages qui m'ont beaucoup touchée, parce qu'effectivement, on n'entend jamais véritablement la parole de ceux qui ont commis des actes aussi monstrueux. On se demande s'ils ont une conscience. Et là, à travers, effectivement, le fait de faire parler leur conscience, ça interpelle le lecteur. Donc ça rejoint encore ces thématiques lourdes. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans tes œuvres, comme tu disais tout à l'heure, tu ne fais pas de romans à l'eau de rose, faire de jolies phrases avec tout est beau, tout est bien. La Guadeloupe, l'île de la Guadeloupe est toujours présente. Et tu ne nous fais pas une description d'une Guadeloupe carte postale. Alors, si ce n'est pas la folie, ce sont des viols, ce sont des meurtres, ce sont des gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes, comme dans Le parfum des sirènes. Pourquoi effectivement cette Guadeloupe est-elle systématiquement dans ce décor, mais pas le décor que l'on attend, pas ce décor idyllique? Pourquoi? Parce que je n'édite pas des cartes postales, parce que j'ai envie de parler de sujets qui me touchent et qui m'importent et qui me bouleversent. J'ai envie de dénoncer aussi à travers mon écriture. Je parle des femmes, est-ce que je suis une féministe? Certainement, bien sûr, mais je suis aussi une humaniste. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'humain, tous ces gens qui sont en grande difficulté. Je ne vais pas parler des personnes qui vivent bien, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, ce n'est pas des histoires. Et vous allez interroger les écrivains, bon, ils écrivent sur des sujets qui les préoccupent, des sujets qui font mal, sur lesquels on doit débattre aussi. Absolument. On doit débattre, parce que je ne veux pas offrir simplement des livres où on parle d'une Guadeloupe de doudou, créole non, je veux montrer mon pays dans sa vérité aussi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas dans le but de faire du sens sensationnel, hein, c'est simplement dans un du souci réalisme, d'honnêteté avec moi-même. Tout à fait. Voilà, parce que l'écran de mon ordinateur, c'est comme un miroir. Je me regarde dedans, j'écris et je ne peux pas me mentir quand j'écris. Parce que l'écriture, c'est vraiment mon pays. C'est vraiment mon territoire. Et c'est là où je peux m'exprimer et où personne ne va me censurer. Où je peux être moi et être vrai et être dans une totale honnêteté. Je te remercie, Gisèle. On se retrouve tout à l'heure. Nous sommes à notre 2e coupure pub. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci.